Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous rencontrer ce soir à l'occasion de cette conférence intitulée La mariée mise à nu par ses célibataires même, The New Frame of Reference. Alors je le dis avec l'accent indien, c'est mieux. New Frame of Reference. Cette conférence a pour objet de dévoiler complètement le sens de la production artistique de Marcel Duchamp, intitulée donc La mariée mise à nu par ses célibataires même. Une œuvre réalisée sur 8 années, de 1915 à 1923. Alors, je vais tout de suite remercier des gens qui ne sont pas dans la salle. Merci à Alain Botton, merci à Herbert Molderins, merci à Bernard Marcadet, merci à Francis Naumann, merci à Jean-Marc Bourdin et merci à Alain Le Provost. Allez, tout de suite, on va droit au but parce que je n'ai pas le temps de vous expliquer l'ensemble d'une démonstration sur Marcel Duchamp qui prendrait des heures. C'est possible qu'elle prenne des heures, mais je vais me limiter à 50 minutes. Malgré tout, quelques énoncés de base. Marcel Duchamp, c'est un type qui est né en 1887 et qui meurt en 1968. Il est connu pour avoir influencé toute cette première grande partie du XXe siècle et jusqu'à nos jours encore. Mais a-t-on jamais bien su pourquoi une telle influence ? Marcel Duchamp est très connu, il est célèbre comme artiste dans le monde entier, peut-être en avez-vous entendu parler vous-même. Dès qu'il y a une exposition d'art contemporain, et ce depuis les années 1960, Marcel Duchamp est constamment cité comme le socle à partir duquel les artistes contemporains créent, mais a-t-on jamais bien su pourquoi une telle présence ? Marcel Duchamp est surtout connu par le grand public pour sa production d'urinoirs, dont des copies sont exposées dans le monde entier. Ah, peut-être que vous avez déjà vu ça, l'urinoir de Marcel Duchamp. Mais cet urinoir, même s'il s'intitule en fait Fontaine, et en dehors de son aspect forcément provocateur, ne nous renseigne pas beaucoup sur la validité de Marcel Duchamp comme fondateur d'une grande partie des gestes artistiques de ce qu'on appelle depuis un moment déjà l'art contemporain. Alors je vais vous dire, sans plus de détours, ce pourquoi Marcel Duchamp est important réellement. Primo, Héraclite. 500 ans avant Jésus-Christ, le premier Héraclite, c'est sans doute le premier philosophe, alors même que le terme philosophie n'était pas inventé. Héraclite disait « Penser est commun à tous ». Et Marcel Duchamp, dans ce même esprit, a inscrit dans l'histoire de l'art moderne l'acte de penser comme moyen créatif. Marcel Duchamp est cité et référencé comme le père de l'art conceptuel. Il a posé avant tout le monde que l'idée, le concept, était l'élément principal à l'ère moderne de la création artistique, jusqu'à ce que la création elle-même, concrètement, plastiquement, soit la mise en scène de l'acte de penser. Il suffit de dire ça pour comprendre ce que je vais vous raconter ensuite. L'activité de Marcel Duchamp, sans cesse, a été de mettre en scène cette idée que l'idée est la plus importante dans le processus créatif. Donc, l'acte de penser comme élément principal de la création artistique. Segundo, Marcel Duchamp, c'était un type qui pensait que tout était en mouvement permanent, comme Héraclite qui disait « tout bouge, tout se transforme ». Pour exprimer cette idée d'un mouvement permanent de toute chose, Héraclite parlait par énigme. Il utilisait des métaphores. Bon, parmi les plus connus, il y a « tu ne saurais jamais rentrer 2 fois dans le même fleuve ». Il disait ça pour évoquer le fait que le fleuve était en mouvement, qu'il était à chaque instant différent, qu'il n'était jamais le même que quelques instants auparavant. Héraclite disait aussi « Nul d'entre nous n'est l'homme qu'il fut hier ». Bon, notre moi est en évolution constante, en changement d'état permanent. Il disait aussi « En parlant des choses qui changent, moi-même, j'ai changé ». Et Marcel Duchamp, dans la même veine, a produit des propositions artistiques énigmatiques sous le signe de ce qu'il appelait l'inframince, cet espace-temps insaisissable où chaque objet, où chaque personne peut changer de statut, basculer d'un statut dans un autre. Et Marcel Duchamp usait comme Héraclite de nombreuses métaphores. Et je vais vous montrer dans quelques instants comment il a procédé avec la production La mariée mise à nu par ses célibataires même. Appelé aussi le grand verre, ce sera plus facile de l'appeler le grand verre, dont vous avez une reproduction entre les mains. Vous l'avez, la reproduction entre les mains? Alors vous voyez, vous-même, vous voyez au premier abord, même sans être sous psychotrope,
que l'image est vraiment énigmatique. Primo, l'acte de pensée comme élément principal de la création artistique. Deuxio, tout bouge. Tertio, il y a 4. Marcel Duchamp s'engage dans la production picturale artistique très tôt. Il peint, alors il peint avec ses mains, avec un pinceau, de la peinture, des toiles. Il peint à la manière symboliste, fauve, césarienne, cubiste, futuriste. Il explore plein de pistes plastiques comme ça, et ce jusqu'en 1912, à l'âge de 25 ans. Puis d'un coup, Marcel Duchamp rompt avec ce type de pratique. Il se dira plus tard, il s'auto-intitulera « anartiste ». C'est le A privatif devant le mot artiste, anartiste. Il défie les conventions esthétiques, les conventions sociales, les conventions politiques. En 1914, il se casse aux États-Unis, et lorsque les États-Unis rentrent en guerre, il se casse en Argentine. En 1940, idem. Marcel Duchamp ne possède quasiment pas d'objets, toute sa vie. Il ne possède pas de maison, il ne rentre pas dans l'économie de l'art, dans la surévaluation des œuvres d'art, dans la spéculation. La plupart de ses productions, il les donne. Ce qu'il gagne, c'est à la manière d'un artisan. Il se fait l'intermédiaire et organise des ventes d'œuvres de ses amis, Brancusi, Picabia. À la manière d'un artisan, il fabrique et vend des boîtes et des valises, des centaines, dans lesquelles il y a des reproductions et des miniatures de ses productions antérieures. Donc, primo, l'acte de pensée comme élément principal de la création artistique. Secondo, tout bouge en permanence. Tertio, mise à distance, défiance envers les conventions sociales qui régissent l'organisation de la société, auquel il adhère peu lui-même, c'est le moins qu'on puisse dire. Quattro, et sans doute parce qu'il est blessé par le refus d'une de ses œuvres par ses propres amis, en 1912, donc à l'âge de 25 ans, je ne rentre pas dans les détails, il présente un tableau lors bon, je ne rentre pas dans les détails, mais enfin quand même, il présente un tableau lors d'un salon qui s'appelle Indépendant, nu, descendant un escalier numéro 2. Et ses amis, dont ses frères même, disent non, ça ne correspond pas au dogme qu'on avait établi, tu décroches ça. Marcel Duchamp arrête donc de peindre et il se lance dans une série de productions toujours différentes les unes des autres. Et il développe, à partir de ce moment-là, une seule idée, toute sa vie, qu'on peut appeler la loi de la pesanteur. C'est une métaphore. Alors, qu'est-ce qui est lourd dans cette loi de la, plus loin, pesanteur? Alors, je ne démontre pas, ce serait un peu long, mais je vais droit au but, c'est apprendre au sens propre et au sens figuré. Eh bien, ce qui est lourd, c'est la trivialité, la dictature du goût par les conventions sociales. C'est la perte de maîtrise de l'artiste sur ses propres productions par le jeu des jugements de goût. Ce n'est plus l'artiste qui décide du statut d'œuvre d'art, mais bien ceux que Marcel Duchamp a appelés les regardeurs, qui, par un jeu de rejet dans un premier temps, puis de réhabilitation dans un deuxième temps, décide de la postérité des productions artistiques. Voilà. Donc, primo, l'acte de pensée comme élément principal de la création artistique. Deuxio, tout bouge. Tertio, défiance envers les conventions sociales. Quattro, évocation de la tyrannie du jugement de goût par la loi de la pesanteur. Et ce qu'on va voir tout de suite, c'est le résultat de ces 4 façons d'être et de penser, tout entier contenu dans le grand vers. Pour commencer, Marcel Duchamp pose un nouveau cadre de référence pour définir la nouvelle position de l'artiste à l'ère moderne, à la fin du XIXe siècle, quand on bascule d'un art classique à un art moderne, et pour définir le nouveau regard apporté sur la définition de l'œuvre d'art. Il pose les fondations de ce nouveau cadre à partir de 1912, et ce faisant, il anticipe de 40 années quand même les nouvelles pratiques et productions artistiques dites contemporaines. À la fin des années 1950, les artistes américains s'appuient sur les voies ouvertes par Marcel Duchamp. Frame of reference, changement de paradigme, j'arrive pas à le dire autrement. C'est le moment qui intéressait Duchamp. C'est ce moment, par définition insaisissable, du changement d'un état à un autre que Duchamp a sans cesse évoqué jusqu'à le transformer en concept qu'il a appelé l'inframax. Cet espace-temps, ce moment où quelque chose bascule d'un état dans un autre. Je vais juste vous mettre en acte cette image, et là, je vais passer par l'évocation d'un groupe d'activistes de San Francisco, les Diggers, les mineurs, les creuseurs en français. Les Diggers, ce groupe a simplement et formidablement formalisé ce changement de référence, frame of reference. Regardez. Merci.
Ce groupe d'activistes libertaires des années 66-67 à San Francisco a pendant près d'une année développé et propagé l'idée d'une société free, gratuite, dégagée de toute référence à l'argent. Une de leurs nombreuses actions a consisté à distribuer tous les jours, gratuitement, des plats cuisinés préparés bénévolement, non loin du carrefour Ace Street, Ashbury Street, sur le Panhandle. Vous savez, ce carrefour du Summer of Love aux États-Unis en 1967, dans le centre de San Francisco. Les diggers avaient fabriqué très matériellement un cadre vide, comme celui-ci, dans lequel chacune passait pour aller prendre ses repas. Ils l'intitulaient le Free Frame of Reference. Il s'agissait de matérialiser le changement d'état entre la société mercantile et la Free Society, la société de la gratuité. Alors là, je suis passé dans le cadre de référence. De ce côté, j'étais dans la société mercantile, de celui-ci, je suis dans le royaume de la gratuité. Je suis toujours le même en apparence, enfin, du moins je pense, mais c'est le cadre de référence qui me change. D'un côté et de l'autre du cadre, j'ai changé de statut. La référence, c'est bien sûr la façon de penser, la façon de concevoir le monde. Marcel Duchamp a procédé de la même manière avec toutes ses productions. Pour aller très vite, il a travaillé non pas sur les qualités esthétiques de ses productions, mais bien sur le changement de cadre, de référence. L'œuvre La mariée mise à nu par les célibataires même, autrement appelée Le Grand Vert, est la matérialisation de cette réflexion sur le changement de référence. Regardez. Alors je vais effectuer 3 descriptions successives. La première qui va être une description comme chacun d'entre nous pourrait regarder n'importe quel travail artistique, décrire avec les yeux de façon rétinienne. La seconde description sera celle de la métaphore érotique, de la virginité à la mise à nu. C'est le cadre de référence de ceux qui croient savoir, mais qui sont amenés ici par Duchamp lui-même. Au niveau de la trivialité de la sexualité, avec son inévitable corollaire érotique. Enfin, la troisième description, ce sera celle du décodage, de la pensée duchampienne, de ce qui est en fait le diagramme de sa pensée. Je laisse cette révélation pour la fin. Suspense. C'est quand même l'objet de cette conférence. Alors, on nomme vite fait ce qu'il y a dans le Grand Vert. En bas, ici, le domaine des célibataires. En haut, le domaine de la mariée. Séparé au centre par 3 lignes superposées. C'est l'horizon vêtement de la mariée avec point de fuite de la perspective célibataire, prisme à effet Lincoln-Wilson. Alors tous ces mots-là sont issus de descriptions de Marcel Duchamp, bien sûr. Dans le domaine des célibataires, le chariot, la glissière, supporté par des patins glissants dans une gouttière avec moulin à eau et pignon. Associée à la glissière, la broyeuse de chocolat, avec châssis Louis XV nickelé, rouleau, cravate, baïonnette. Ici, les 9 moules Malik, autrement appelées machines d'Eros ou machines célibataires ou cimetière des uniformes et livrés. Alors on doit pouvoir y reconnaître un gendarme, un cuirassier, un agent de la paix, un prêtre, un chasseur de café, un livreur de grands magasins, un larbin, un croque-mort, un chef de gare. Ensuite, les tubes capillaires, on les voit mal, ils sont ici. Les tubes capillaires qui sont là pour orienter, pour canaliser un gaz d'éclairage dans le grand verre
partout se diffuse un gaz d'éclairage. Des grands ciseaux qui, vous le voyez, sont associés mécaniquement au chariot, à la glissière et à la broyeuse de chocolat. Les tamis, qui sont constitués de poussière. Marcel Duchamp a posé ses plaques de verre pendant plusieurs mois dans un atelier. La poussière s'est déposée et il a récupéré cette poussière. En tout cas, il a fixé cette poussière en forme de tamis avec du vernis. Ce sont donc le médium, c'est donc de la poussière. Toujours dans le domaine des célibataires, les témoins oculistes. Vous voyez ces formes en perspective parallèle. Dans le domaine de la mariée elle-même, avec une guêpe, des rotules, toute une série d'objets qu'il serait trop long à énumérer ici, mais aussi une boîte à lettres cachée à son intérieur, c'est-à-dire une boîte qui génère des lettres. Tout en haut, la voie lactée chère, avec les 3 pistons de courant d'air. Ce sont 4 carrés de toile que Marcel Duchamp a accroché dans un courant d'air, photographié, et il a reproduit ici la déformation. Enfin, 9 petits trous, ici, qui s'appellent les 9 tirés. Marcel Duchamp avait prévu bien d'autres figures dans ce travail du grand verre. Il nous l'apprend dans ses notes. Il a décidé en 1923 d'arrêter après 8 années de travail. Il a parlé du grand verre comme définitivement inachevé. Alors maintenant, je vous ai promis 3 récits, donc je vais entamer le premier. Là, c'était juste la description des objets. Je vais faire le premier récit. C'est le cadre de référence qui passe par la description sensible des signes plastiques, la description de la machinerie du grand verre, un système de cause à effet. J'ai retenu une partie de la description de Jean Suquet en 1963 qui apporte des précisions définitives sur des points de détail. Le cadre du grand verre est une fenêtre qui ouvre une perspective à perte de vue. Il est constitué par 2 plaques de verre dressées l'une au-dessus de l'autre dans un cadre de 1,76 m par 2,72 m de haut. Sur ces vitres, Marcel Duchamp a dessiné, au moyen de fils de plomb, de sèches figures mécaniques arrêtées dans leur mouvement suggéré. À hauteur d'œil, la fracture entre le bas et le haut suit naturellement le trait de la ligne d'horizon. En bas, à terre, les célibataires, en haut, la mariée. Car Duchamp vers elle n'a entrouvert que le trou de serrure du point de fuite. Il a désigné l'horizon comme vêtement de la mariée. Quand vers elle on avance, elle recule d'une égale dérobade. La mariée a donc dénoué son vêtement, qui est tombé sur l'horizon et s'arrondit autour du monde. En bas, au beau milieu, la broyeuse de chocolat tourne comme elle a tourné et tournera sans cesse en rond dans sa propre répétition. À son côté, une glissière va-et-vient, ressassant des litanies. Vilante, cercle vicieux, onanisme, horizontale, aller et retour par le butoir, camelote de vie, construction à bon marché, fer blanc, corde, fil de fer, poulie de bois à excentrique, volant monotone, professeur de bière. Tout en se livrant à un mouvement de va-et-vient sur sa gouttière, ses saccades et ses hoquets ouvrent et ferment de grands ciseaux qui scandent l'inconnu de la production de la machine célibataire, provoquant l'éclaboussure, quelque chose qui n'a pas été représenté. Un peu en retrait de ces ferrailles grinçantes de raillerie, 9 bonhommes rouges se tiennent figés au garde-vous. Ce sont les célibataires, les 9 moules Malik, qui, par définition, ont reçu le gaz d'éclairage et en ont pris les moulages, en entendant réciter la litanie des chariots, et qui laissent échapper ce gaz d'éclairage par un certain nombre de tubes capillaires situés à leur partie supérieure.
Une mobilité subtile, une fluidité quasi spirituelle habitent ces moules de mâles réduits à leurs habits. En effet, les célibataires sont pleins d'esprit gonflés au gaz d'éclairage. Mais le gaz est encore loin du bout de ses pelles, de tuyaux en entonnoir, de tamis en baratte, d'obscurité en étroitesse, compressé, étiré, coupé, recoupé, congelé, et pour finir, amené au premier tamis, continue à subir diverses modifications d'état, au terme desquelles, après être passé par une sorte de toboggan et de tire-bouchon, il devient, à la sortie du dernier tamis, liquide explosif. La pesanteur l'humilie. En vain, il ne renonce jamais à son idée ascensionnelle. Et quand, au bas des pentes d'écoulement, le gaz liquéfié jute sur la terre sa flaque misérable, il est toujours capable d'exploser de désir. Le gaz liquide éclaboussé est projeté verticalement. Il traverse les témoins oculistes, éblouissement de l'éclaboussure, et parvient à la région des tirets de canon. Le vêtement de la mariée, à travers les trois plans duquel s'opère le renvoi miroirique de chaque goutte de l'éclaboussure, devait être conçu en application du système Wilson-Lincoln. La mariée, elle, est dotée d'un centre-vie, son cœur bat, son pouls à la saccade lancinante, palpitant comme l'abdomen convulsif d'une guêpe. Engendre un courant d'air, un souffle, un vent, qui envoie s'effilocher aux quatre points cardinaux une oriflamme de viscères, de méninges et de pensées. La mariée, par l'intermédiaire des trois pistons de courant d'air, échange des commandements avec la machine célibataire, commandements auxquels la voie lactée sert de conducteur. Le courant d'air qui monte à travers la chair poreuse de la mariée se charge de l'être. Le souffle qui la soulève, c'est sa vive voix. La chair se fait verbe, elle laboure aller-retour de bout en bout la voie lactée chair. Ainsi court à confluence les énergies à l'œuvre dans le grand verre. En haut, un flot de paroles, en bas, un flux de lumière, qui fait rimer l'épanouissement de la mariée avec l'éblouissement des célibataires. Alors la seconde description, que je vais faire maintenant, en changeant de cadre de référence complet, ce sera celle de la métaphore érotique, de la virginité à la mise à nu. C'est le cadre de référence de ceux qui croient savoir, mais qui sont amenés ici par Duchamp lui-même, donc au trivial du regard de la production artistique. Quoi de plus trivial, je vous le demande, que la sexualité et sa déclinaison érotique. Marcel Duchamp, un alter ego, un avatar, on dirait désormais, du nom de Rose Sélavy, qui signa à partir de 1919 la plupart de ses productions. Alors on va faire appel à un de ses descendants, à un descendant de Rose Sélavy, rencontré dans un voyage en Inde, à qui j'ai proposé de faire une intervention de cette lecture, sur cette lecture triviale du grand vers. On l'écoute. La mariée a mise à nu par les célibataires, par ces célibataires même. Deux éléments principaux. Un, les célibataires. Deux, la mariée qui devient une sorte d'apothéose de la virginité. La machine célibataire à vapeur, la machine célibataire est grasse et lubrique. C'est va-et-vient onaniste à l'endroit, en montant toujours là où se traduit cet érotisme, ce grand rouage tourmenté de la machine célibataire de naissance à la partie désir de la machine. Cette partie désir change alors l'état de mécanique qui de à vapeur passe à l'état de moteur à explosion. Et les célibataires qui s'élancent plein gaz pour mettre à nu la mariée portent dans leur propre regard, fomentent et agitent au-devant d'eux le voile qu'ils brûlent de dégrafer, tant qu'ils ne seront pas eux-mêmes déshabillés du plan perspectif qui les aveugle. Ce moteur désir est la deuxième partie de la machine célibataire, loin d'être en contact direct avec la mariée. Le moteur désir en est séparé par un refroidisseur à eau et à élect. Ce refroidisseur pour exprimer que la mariée, le moteur désir, en est séparé par un refroidisseur, au lieu d'être seulement un glaçon sensuel et refuse chaudement et non chastement
l'offre brusquée des célibataires. Les liens seront électriques et exprimeront ainsi la mise à nu. Opération alternative, court-circuit au besoin. En général, si ce moteur marié doit apparaître comme une apothéose de la virginité, c'est-à-dire le désir ignorant, le désir blanc, avec une pointe de malice, s'il n'est pas besoin de satisfaire aux lois de l'équilibre pesant, néanmoins une potence de métal brillant pour assimiler la tâche de la pucelle à ses amis et parents. La mariée à sa base est un moteur, mais avant d'être un moteur qui transmet sa puissance timide, elle est cette puissance timide même. Cette puissance timide est une sorte d'automobiline essence d'amour qui, distribuée au cylindre, à la portée des étincelles de sa vie constante, sert à l'épanouissement de cette vierge arrivée au terme de son désir. Commandé par la mise à nu électrique, le désir est l'auréole de la mariée. L'ensemble de ces vibrations splendides, dans cet épanouissement, la mariée se présente nue sous deux apparences. La première, celle de la mise à nu par les célibataires. La seconde, celle imaginative, volontaire de la mariée. De l'accouplement des deux apparences de la virginité pure, de leur collision, dépend tout l'épanouissement